la une de l'actualité ce jeudi, les audiences du président de la République. Le chef de l'État s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Amadoun Touré est notre invité dans cette édition. Le 12e congrès du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'est ouvert aujourd'hui. Environ 5000 participants réunis ce matin au palais des sports de Trècheville. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, s'est adressé aux congressistes. Plus de limitation d'âge pour diriger le parti. Au Nigeria, un avion s'est écrasé aujourd'hui à l'aéroport de Lagos, la plus grande ville du pays, tuant au moins 14 de ses passagers. L'accident est survenu quelques instants après le décollage de l'avion. Au sommaire également de cette édition, le dossier du jeudi. Quelle politique du gouvernement ivoirien pour promouvoir le tourisme et développement durable? Quelles sont les actions entreprises par l'État de Côte d'Ivoire? Réponse dans le dossier du jeudi et ce sera dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Direction tout de suite le palais présidentiel où le chef de l'État a reçu aujourd'hui en audience plusieurs personnalités. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu notamment avec l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire et avec le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Amadoun Touré et le président de la République ont parlé de développement du secteur des TIC. Le reportage de Viviane Aymer. En poste depuis 2009 en Côte d'Ivoire, son Excellence lieutenant-colonel Enoch Kwame Danko, ambassadeur du Ghana, est en fin de mission. Il est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara. Au cours de l'audience qui lui a été accordée, il a échangé avec le président de la République sur l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Avant de regagner son pays, son Excellence le lieutenant-colonel Enoch Kwame Danko se dit heureux de constater que la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire se normalise et que les moments difficiles traversés par le pays sont désormais derrière. Le ministre émirati de l'énergie, son Excellence Souhel Al-Mazroui, est venu remettre un message de la plus haute autorité de son pays au président de la République Alassane Ouattara. Le ministre émirati s'est entretenu avec le chef de l'État sur les voies et moyens pour approfondir la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Dans cet objectif, il aura une série de rencontres avec différents ministres, les ministres de la Santé, des télécommunications, de l'énergie. Après le succès de la téléphonie mobile en Afrique, il se pose désormais un autre grand défi que le continent doit relever, celui de réussir l'implantation d'Internet et du haut débit. Le sujet a été évoqué au cours de l'audience que le président de la République a accordée au secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Dr Amadoun Touré. Institution plus que centenaire, l'Union internationale des télécommunications, qui va fêter ses 150 ans en 2015, est la plus ancienne des institutions des Nations Unies. Elle s'occupe de la mise en place des politiques de télécommunications dans le monde, de la gestion des fréquences, de la gestion des satellites, de la mise en place des normes internationales en matière de télécommunications. La Côte d'Ivoire est membre depuis 2001 de l'ICESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Son directeur général, Dr Abdoulaziz Atouaïjri, est venu échanger avec le président de la République sur les voies et moyens pour renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation islamique pour l'éducation. Il a félicité le président de la République Alassane Ouattara en lui décernant la médaille d'or de l'ICESCO pour avoir ramené la stabilité politique en Côte d'Ivoire et créé les conditions favorables au retour de la cohésion sociale dans le pays. Avec le ministre de l'Enseignement supérieur, nous allons travailler ensemble à la concrétisation, n'est-ce pas, de ces voies et moyens de renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'ICESCO dans les domaines éducatifs et scientifiques. Nous félicitons la Côte d'Ivoire pour le chemin parcouru dans le domaine, n'est-ce pas, de la démocratie. Et également, nous vous réitérons que l'ICESCO va rester aux côtés de la Côte d'Ivoire dans son domaine bien entendu et également dans tout ce qui concerne le développement global.
Et dans le cadre du développement des TIC, le secrétaire général de l'UIT, Amadoune Touré, a inauguré aujourd'hui le point d'échange Internet de la Côte d'Ivoire au siège de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été suivie du lancement du bon d'essai de l'IPv6, nouveau protocole Internet. Tout ceci devrait permettre un trafic Internet plus dense avec des débits Internet plus rapides en local et une meilleure qualité de service pour les populations. L'objectif des autorités en charge du secteur des TIC permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder à Internet. Et je vous le disais, l'Union internationale des télécommunications vient de reconnaître les efforts du gouvernement ivoirien pour le développement du secteur des TIC. Son secrétaire général, Amadoune Touré, qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis le mardi 1er octobre, est notre invité. Merci, M. Amadoune Touré, d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on voit que vous avez inauguré le point d'échange Internet. On sait les avantages, mais quels sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire? Vous savez, cela est une étape très importante dans la vie des technologies de l'information et de la communication pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique tout entière, parce que cela donnera un avantage très particulier pour le transit du trafic. Désormais, un email envoyé de la Côte d'Ivoire ne va plus transiter par l'extérieur, ne va plus faire le tour du monde pour revenir ici si il est destiné à la consommation intérieure. Et donc cela se traduira par une augmentation de la qualité et une baisse substantielle des coûts de communication. Alors, vous pensez que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour bâtir une économie numérique? Oui, et j'ai partagé avec le président de la République, j'ai eu la chance de rencontrer aussi bien le président de la République que le Premier ministre, leur vision de la Côte d'Ivoire 2020 qui sera basée sur une économie numérique qui permettra en fait à la Côte d'Ivoire d'être un pays émergent. Et je crois que ce rêve est réalisable grâce aux efforts que le gouvernement est en train de mettre en place aujourd'hui dans le cadre de la politique générale des télécommunications et grâce aux efforts des opérateurs il y a un marché très vibrant ici, très dynamique en Côte d'Ivoire et nous avons déjà vu les premiers résultats en ce qui concerne la téléphonie mobile. Maintenant, notre prochain défi, c'est de nous assurer que l'Internet et le haut débit sont aussi abordables. Alors, depuis que vous êtes à la tête de l'institution, je sais que votre second mandat, c'était en 2010. Vous avez été réélu à la tête de l'institution. Alors, après 7 ans, est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi quand pour beaucoup d'Africains, Internet est encore un mystère? Vous savez, j'ai lancé en 2007, lors de ma première année en tant que secrétaire général, l'initiative Connecter l'Afrique qui a fait la différence aujourd'hui. Nous savons que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons 20 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Et cela n'est pas très énorme. Dans le continent africain, nous avons eu le même genre d'investissement. Pendant le sommet Connecter l'Afrique en 2007, nous avons eu un engagement du secteur privé d'investir jusqu'à 55 milliards de dollars dans le continent africain. Et bien, au bout de 5 années prévues, nous avons eu plus de 70 milliards d'investissements. Et donc, cela, ce sont des pas très importants. Et le continent africain aujourd'hui est très compétitif et prêt pour les prochains défis. Ils sont nombreux, les Africains, qui n'ont même pas de l'argent, ne serait-ce qu'avoir un seul ordinateur. Oui, l'accès du coût, le coût d'installation et le coût d'exploitation, le coût des terminaux est un élément important dans la politique globale qui est en train d'être mise en place de façon mondiale. Et les efforts sont entrepris aujourd'hui afin que le coût d'un téléphone portable baisse au-dessous de 50 $ et que très bientôt des tablettes vont être disponibles au-dessous de 100 $. Cela va permettre un bond extraordinaire dans la mise en œuvre de notre grande politique qui consiste à nous assurer que dans les 2 prochaines années, au moins 2 milliards d'habitants auront accès à l'Internet. Alors, la dernière question, monsieur le secrétaire général, c'est qu'on a la question de la cybercriminalité qui gagne du terrain sur nos continents. Que fait l'UIT pour y mettre fin? Évidemment, vous le savez bien, j'ai lancé depuis l'année 2007, ma toute première année, une grande initiative pour la cybersécurité. Nous devons mettre un partenariat global ensemble. La cybercriminalité est un phénomène mondial.
seule une solution mondiale peut nous amener à combattre ce phénomène-là. Mais tous mes efforts tendent à mettre en place une coalition mondiale, non seulement afin de pouvoir criminaliser le crime du point de vue législatif, avoir une préparation technique, ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire ici, mais aussi former tous les participants, y compris les utilisateurs eux-mêmes. Merci beaucoup, M. Amadou Touré. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. La coopération entre le Canada et la Côte d'Ivoire, il en a été question dans les échanges entre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et des parlementaires canadiens. Ces derniers étaient les invités spéciaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, session ouverte hier. Victorine Yaouyoboué pour le reportage. Les parlementaires canadiens font partie des invités spéciaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cette visite des députés canadiens intervient après celle des opérateurs économiques canadiens en Côte d'Ivoire. Sans oublier que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était récemment en visite au Canada. Ce constat montre qu'il existe une coopération forte entre les exécutifs canadiens et ivoiriens. Il est question maintenant de renforcer cette coopération au niveau du pouvoir législatif. Des parlementaires thaïlandais également invités à la deuxième session ordinaire ont eu une séance de travail avec la Commission des affaires extérieures de l'Assemblée nationale. Il ressort de ces échanges que le Royaume de Thaïlande, grand producteur de riz, est prêt à accompagner la Côte d'Ivoire pour son autosuffisance en riz. Le vice-président du groupe Nestlé, José Lopez, reçu par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Au menu de la rencontre, la lutte contre la traite et le travail des enfants. On fait le point avec Awa Touré. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants, et le vice-président des opérations monde du groupe Nestlé, José Lopez, ont échangé sur la problématique des pires formes de travail des enfants. L'occasion pour José Lopez de présenter à Mme Dominique Ouattara les projets de développement communautaire mis en place par le groupe Nestlé pour lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Nous avons passé en revue les activités de part et d'autre et j'ai été extrêmement impressionné et aussi enthousiasmé par le fait de l'alignement qu'il y a entre les actions menées par Madame la Première Dame et les actions que modestement nous menons en tant qu'entreprise. Nous sommes persuadés que cet alignement sera porteur de fruits et qu'il y aura une amélioration dans un domaine qui nous tient à cœur, qui est l'éradication du travail des enfants, dans les plantations de cacao particulièrement. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a pour sa part expliqué à ses hôtes le nouveau cadre institutionnel mis en place avec le Comité national de surveillance et le Comité interministériel, avant d'indiquer les raisons de son engagement personnel et de relever les progrès réalisés. Mme Ouattara a par ailleurs félicité le groupe Nestlé pour ses actions en faveur de l'éradication du travail des enfants. Féliciter le groupe Nestlé et plus particulièrement Monsieur le vice-président exécutif pour l'excellent travail et leur aide dans la lutte contre le travail des enfants. Notamment le fait de construire 40 écoles. Ça m'a beaucoup touchée. Il y en a déjà 22 qui sont construites et je voulais vraiment vous remercier. Le projet école prévoit également la formation des enseignants, des administrateurs et des communautés à la gestion des classes et des infrastructures supplémentaires. Nestlé compte accorder par ailleurs 140 subventions aux familles pour la prise en charge de l'éducation des enfants et encourager l'entrepreneuriat des femmes. Le coût de ces investissements est estimé à 350 millions de francs CFA. En politique, le 12e congrès du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'est ouvert aujourd'hui. Environ 5000 participants réunis ce matin au Palais des Sports de Trècheville qui accueille la manifestation. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, s'est adressé aux congressistes
plus de limitation d'âge pour diriger le parti. Des réformes sont en vue pour consolider les acquis. Ce 12e congrès est placé sous le signe de l'unité et de la cohésion, nous dit Thomas Guessambi. Après le 11e congrès d'avril 2002, le 12e congrès ordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section du RDA, s'est ouvert ce jeudi 3 octobre. Rendez-vous du maintien de la flamme militante, rendez-vous de la réaffirmation de la conviction politique, rendez-vous de discours d'orientation, le 12e congrès a répondu à toutes ces exigences. Le PDCI n'était pas seul à ce rendez-vous historique. Des partis alliés du RHDP, des partis amis de la Côte d'Ivoire, des sections du Rassemblement démocratique africain et des partis amis des pays frères, l'UMP de la France, le Parti communiste chinois sont venus avec des mots choisis soutenir le PDCI et son président Henri Konan Bédié sous leur bannière du renouveau, rajeunissement et renaissance. Devant ses invités, devant les congressistes et après avoir mis en place le bureau du congrès dirigé par Bois-Mor Contiemele, Henri Konan Bédié, président statutaire du PDCI, s'adresse à tous ceux qui peuvent l'entendre. Nous sommes garants de l'héritage du père fondateur et en dépit des soubresauts et de la perte du pouvoir d'État, malgré les semonces et les coups de toutes parts, nous avons maintenu le PDCI RDA debout. Nous devons continuer notre action de formation et de nos militants, d'organisation efficace de notre parti, afin de pouvoir, même au sein d'une alliance, nous donner les moyens de diriger à nouveau la Côte d'Ivoire. Elle consiste à modifier les critères d'accession au poste de président du parti en faisant sauter la limite d'âge, à créer un secrétariat exécutif pour éviter les conflits de compétences, à réduire le nombre de membres du bureau politique pour rendre cet organe plus agréable, plus gérable, à décentraliser le Grand Conseil qui devient régional, à réformer la JPDCI et l'UFPDCI. Pour ce premier jour de congrès, les travaux devront se poursuivre dans la soirée avec la mise en place des commissions et le bilan du secrétariat général. Le congrès, c'est aussi la fête du PDCI. Les différents groupes d'animation étaient là pour marquer d'un cachet particulier cette rencontre des militants. C'est dans une ambiance de fête que s'est ouvert donc ce 12e congrès du PDCI RDA, nous dit Thomas Guessambi. Présent avant l'heure des grandes choses, balais d'hommes et de véhicules, sous une pluie battante quelquefois, seuls les militants et militantes du PDCI, les congressistes de ce 3 octobre, pouvaient expliquer le sentiment qui les animait. Mais 11 ans après son dernier congrès et les sons de cloche qui ont précédé ce 12e congrès ordinaire, c'est une vraie famille politique heureuse de se retrouver qui a effectué le déplacement d'Abidjan-Treichville jusque dans l'enceinte du Palais des Sports. La base était heureuse de voir les dirigeants, tout comme les dirigeants étaient heureux de la mobilisation et de la présence remarquable des invités. Un motif de satisfaction pour le comité d'organisation. La salle était archi-comble. Le président du parti était là, les partis alliés et frères étaient également là, même le FPI était présent. C'est une grande satisfaction qui m'habite de savoir que le PDCI RDA de l'extérieur est vraiment soutenu et à l'intérieur aussi est également soutenu. Le comité d'organisation n'était pas seul à apprécier les choses. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais néanmoins, nous n'avons pas eu de difficultés pour avoir accès à la salle où se déroulaient les activités d'ouverture. Nous sommes restés quand même dans le temps et nous avons suivi le programme de la journée. Après la ferveur de cette ouverture officielle du 12e congrès du PDCI RDA, place sera sans doute faite aux travaux pour le choix du prochain président et pour la redynamisation du parti. Le prix d'achat du kilogramme Borchon du cacao est fixé à 750 francs CFA pour la campagne de commercialisation 2013-2014, campagne ouverte officiellement depuis hier mercredi. Ce nouveau prix connaît donc une augmentation de 25 francs CFA par rapport à celui de la campagne 2012-2013 fixé à 725 francs CFA. Le reportage de Noël Nyagno.
Producteurs, acheteurs et autres intervenants dans la filière cacao, le prix Borchamp pour la campagne principale 2013-2014 est fixé à 750 francs CFA avec en plus des exigences. Aucune réfaction n'est autorisée sur le prix d'achat garanti de 750 francs CFA par kilo. Le dispositif de contrôle des prix et de la qualité sera maintenu et renforcé par des procédures de commercialisation intérieure, notamment l'instauration de dispositions pour établir la situation des ventes et des achats entre les opérateurs intérieurs. La limitation du prix d'achat à l'entrée des usines de conditionnement à plus 15 francs CFA par kilogramme au-dessus du niveau admis du barème qui est de 830 francs CFA par kilogramme. Les producteurs, la principale cible de la réforme, saluent cette majoration. Je voudrais dire une fois de plus merci au chef de l'État parce qu'aujourd'hui nous sommes satisfaits. De 725, nous allions à 750. C'est déjà quelque chose. Avec 850 planteurs, nous commercialisons plus de 2500 tonnes. Avec tous les efforts que le Conseil Café Cacao a déjà fait au niveau du travail des enfants, les écoles et les bancs, je pense que les 750 000 c'est bon. Nous pensons que l'année prochaine ça va encore augmenter. Nous sommes à 725, 750. Peut-être que l'année prochaine, on va aller à 800 et puis au fur et à mesure. En deux de la réforme ici, comme pour la campagne précédente, l'État a consenti un sacrifice de 40 milliards contre 62 milliards précédemment pour respecter la proportion de 60% du prix CAF, coût, assurance fret, le prix à l'international. En retour, l'État exhorte les producteurs à poursuivre le travail de qualité et ici ainsi la Côte d'Ivoire au rang de premier pays en matière de qualité, en plus d'être le premier pays producteur. Quelle politique du gouvernement ivoirien pour promouvoir le tourisme et développement durable? Quelles sont les actions entreprises par l'État de Côte d'Ivoire? Réaliser les performances touristiques en sauvegardant l'environnement par l'utilisation des énergies renouvelables. L'ambition est aujourd'hui affichée. Le dossier de la rédaction est signé Victorien Angouachi. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, le tourisme est le fait de voyager dans ou de parcourir pour son plaisir un lieu autre que celui où l'on vit habituellement. L'OMT indique plus d'1 milliard de touristes dans le monde et le tourisme engrange 1000 milliards de dollars US avec un PIB mondial équivalent à 12%. Mais la performance est inégalement répartie. 5% du flux en Afrique. En Côte d'Ivoire, l'on note 12 régions touristiques, 1305 hôtels, 27 000 chambres, 110 milliards de francs CFA de recettes et 289 000 visiteurs, loin derrière le Sénégal qui accueille 1 500 000 visiteurs. Le tourisme ivoirien, c'est 2% du PIB. Ces chiffres sont pris à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Or, il existe d'autres entrées en Côte d'Ivoire, 19 postes frontières, 2 ports et le chemin de fer. Il est donc évident que ces chiffres ne reflètent pas la réalité. La politique touristique ivoirienne, c'est la mise en place d'une structure appelée à développer en priorité Yamoussoukro et sa région, mais aussi toute la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons accompagner les collectivités. Toutes les collectivités sont les bienvenues. Et puis on espère que le partenariat sera gagnant-gagnant. Faire de Yamoussoukro une capitale verte s'articule autour de la mise en valeur de notre milieu naturel et de sa préservation. Objectif, aboutir à la mise en place d'un tourisme équitable intégrant la préservation de notre environnement afin de mener une politique cohérente de développement touristique respectueuse du concept de développement durable. Nous voulons aller de l'avant, faire en sorte que ces hôtels-là soient gérés de manière durable et faire en sorte que les énergies renouvelables soient de plus en plus utilisées dans un nouveau projet de développement. Énergie renouvelable, un objectif à atteindre avec le développement de projets structurants. Cas du Tchologo. Nous ambitionnons d'aider à réduire la pauvreté en milieu rural et on s'est dit pourquoi pas aller vers le nord, développer de nouveaux projets structurants et faire en sorte que les projets que nous allons développer soient sur une base d'une économie équitable
Et cela nous permettra d'aider les populations locales à diversifier aussi leurs sources de revenus, c'est-à-dire en dehors de l'agriculture, pouvoir profiter des retombées du tourisme. Si la Côte d'Ivoire veut faire du tourisme un pôle de développement économique et social, il faut mettre en place des instruments pour servir de boussole. L'Observatoire du tourisme sera indispensable à la création de la compétitivité durable. Il faut mettre en place un outil d'évaluation, un outil qui permettra donc de décider, d'aide à la décision, un outil d'éveil stratégique, d'éveil commercial, d'éveil économique, d'éveil juridique et concurrentiel. Les projets sont nombreux pour développer le tourisme dans la région du Bélier et en Côte d'Ivoire. Mais des obstacles demeurent. Il y a des obstacles au niveau du lac Kosso, notamment la présence de l'ancien couvert végétal qui est marqué par la présence de souches, de roches et de troncs d'arbres. Et pour pallier donc à ces effets néfastes-là, nous suggérons qu'une étude d'impact environnemental et aussi que le dragage des fonds soit effectué afin de pouvoir pallier à ce phénomène-là de présence de souches. C'est aussi le lieu de rappeler les investissements réalisés par le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Que sont devenus les hôtels Sieto? Pour ceux qui n'ont pas respecté les cahiers de charges et autres, que ces hôtels-là reviennent au patrimoine de l'État. Cédés aux sociétés d'État, nous sommes deux sociétés d'État, la SPDC et la Soderto Lac. On pourrait les mettre en gérance libre. La volonté politique est réelle, mais les investissements sont coûteux. Des fonds existent, notamment la convention Ramsar, pour coller à l'actualité. Yamoussoukro peut y adhérer en y inscrivant tous les sites qui font l'objet des zones humides. Le fonds Ramsar consiste à vraiment appuyer toutes les actions tout autour de ces zones humides. Justement cette année, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale du tourisme autour du thème « Le tourisme et l'eau, protéger notre avenir commun ». Quand on prend le fonctionnement de nos hôtels, l'eau est une donnée importante pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et donc la rareté réduit l'atteinte de résultats. Raison pour laquelle l'OMT nous exhorte à prendre en compte ce concept de durabilité dans l'utilisation de l'eau, dans l'exploitation de cette industrie touristique. L'eau est l'un des principaux atouts du tourisme. Tous les ans, des millions de personnes voyagent de par le monde vers des destinations dont l'eau est un attrait, que ce soit dans les zones côtières ou à l'intérieur des terres. Les atouts de Yamoussoukro, comme partout en Côte d'Ivoire, sont sous-exploités. Yamoussoukro, c'est 31 lacs et autres plans d'eau, dont 10 artificiels, suivant une disposition schématique en forme de Y. La mise en place d'un observatoire par la Soderto Lac va permettre aux acteurs du tourisme d'avoir une visibilité pour enfin poser des actes concrets susceptibles de faire prospérer le tourisme ivoirien. Et c'était le dossier de la rédaction signé Victorien Angoua. Hors de la Côte d'Ivoire, ce drame en Italie, un navire transportant 500 migrants, dont une grande partie originaire de Somalie, a fait naufrage aujourd'hui. Au moins 130 personnes ont été tuées, mais le bilan ne cesse de s'alourdir. Des femmes et des enfants en bas âge figurent parmi les victimes. 151 personnes ont pour l'instant été secourues, mais plus de 200 personnes sont toujours portées disparues. L'Italie a décrété un deuil national. Sur le continent africain, au Nigeria, un avion s'est écrasé aujourd'hui à l'aéroport de Lagos, la plus grande ville du pays, tuant au moins 14 de ses passagers. L'accident est survenu quelques instants après le décollage de l'avion. Les causes du crash restent pour l'heure inconnues. Le compte rendu de Sylvie Touré. Voici ce qui resta de l'Embraer 120 de la compagnie Associated Airlines. L'avion s'est écrasé ce jeudi matin, juste après son décollage de l'aéroport de Lagos au Nigeria. Nous confirmons le crash de l'Embraer 120 appartenant à la compagnie Associated Airlines près de l'aéroport Murtala Mohamed. L'avion à hélice immatriculé 5NBJY s'est écrasé vers 8h30 GMT. L'appareil avait à son bord 13 passagers et 7 membres d'équipage. 14 d'entre eux ont trouvé la mort, selon un premier bilan. Cet avion était censé partir de Lagos pour Akure, mais un incident important s'est produit et il s'est écrasé peu après le décollage. Il y avait 20 passagers à bord, dont certains ont peut-être survécu. Nous allons le confirmer plus tard.
L'avion transportait le corps d'un ancien gouverneur de l'État d'Ondo, Olusegun Agaga, qui devrait être inhumé ce week-end. D'autres personnalités pourraient avoir été à bord de l'appareil, selon des informations non encore confirmées. La boîte noire a été retrouvée et remise aux autorités. Son analyse permettra de faire la lumière sur les causes de ce crash. Et c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous. Demain 20h, retrouvez Ali Diarasouba.